Si l'on jette un regard général sur l'état de la France en 2025, on peut percevoir un certain paradoxe. D'un côté, la France est le pays de l'OCDE avec la dépense publique la plus élevée. En 2023, cette dernière représentait 57,3% du PIB. En augmentation constante depuis 50 ans, puisque ce taux était aux alentours de 40% en 1970. De l'autre côté, je crois que tout le monde a pu constater que la qualité des services publics français n'a fait que se dégrader depuis des décennies, entraînant des mouvements sociaux à répétition. Nous dépensons donc toujours plus pour des services publics toujours moins performants. Nous sommes la 7e puissance économique mondiale, avec un PIB dépassant les 3000 milliards de dollars selon la Banque mondiale. Pourtant, malgré ce PIB impressionnant, nous sommes tout bonnement incapables de produire des biens essentiels. La crise du Covid-19 a révélé cette réalité puisque nous avons découvert que notre industrie n'était pas capable de produire des masques ou du paracétamol dans des quantités suffisantes pour répondre aux besoins de la population. Pour finir de décrire ce paradoxe, alors que nous disposons collectivement d'une richesse importante, que nous avons un État capable d'en recueillir et d'en dépenser une partie conséquente, et que tout ce processus se déroule au sein d'un système politique démocratique, dans lequel les citoyens peuvent, théoriquement, orienter les grandes décisions, nous sommes étonnamment frappés par un puissant sentiment d'impuissance collective. Quel que soit le résultat des élections, il semble que nous soyons condamnés à nous enfoncer toujours plus dans une crise générale, et ce n'est pas le spectacle déplorable donné par les gouvernements Barnier et Bayrou qui va démentir ce résultat. La crise que nous traversons nous impose de réfléchir en dehors des sentiers battus. Si les paradoxes que je viens de vous énoncer vous interrogent, vous êtes au bon endroit pour y trouver une réponse. En tout cas, vous ne risquez certainement pas de les comprendre en utilisant les grilles de lecture habituellement mises en avant dans le débat public. Dire que la France est un enfer néolibéral n'est pas sérieux alors que l'État prélève la moitié de la richesse nationale en impôts. La bonne nouvelle, c'est que certains ont déjà posé le bon diagnostic pour comprendre ce qui nous arrive. La mauvaise, c'est que si ce constat est juste, les Français sont en train de se transformer petit à petit en une sorte de plèbe géante, similaire à ce qu'étaient les citoyens romains à la fin de l'Empire. Je sais, ce n'est pas très positif, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi je fais ce parallèle. Dans une note publiée le 15 mai 2024, intitulée « L'État guichet, un modèle à bout de souffle dans une France qui a cessé de produire », Jérôme Fourquet, qui est le directeur du département opinion de l'IFOP, analyse le système économique français. Ses conclusions sont sans appel. Nous allons droit dans le mur, ce que tout le monde comprend bien. Cependant, ce qui est novateur dans cette note, c'est la manière dont il caractérise notre modèle économique, qu'il appelle modèle stato-consumériste. C'est, je crois, l'aspect le plus important de cette note. Poser enfin un diagnostic cohérent afin d'expliquer la crise que nous vivons. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle stato-consumériste dont il est question ? C'est un modèle économique qui repose sur deux dimensions complémentaires. Premièrement, une extension continue de la dépense publique. Et deuxièmement, la consommation comme moteur de l'économie. Ce modèle va progressivement se mettre en place à partir des années 70 en France. À l'origine, il est pensé comme une solution pour répondre à la crise qui s'ouvre lors de la fin des 30 Glorieuses, notamment causée par les chocs pétroliers. Jusque-là, le modèle économique qui prévalait se basait sur une hausse constante de la production industrielle, qui servait à financer, par le biais des cotisations des travailleurs, un État-providence chargé d'améliorer le niveau de vie des Français. La croissance de la production finançait la hausse des dépenses sociales. Sauf qu'à partir du premier choc pétrolier, la machine bien rodée des 30 Glorieuses va dérailler. D'abord, avec la hausse subie du prix de l'énergie, la croissance va baisser et ne jamais revenir à son niveau antérieur. Ensuite, avec le processus de mondialisation, la production industrielle va s'effondrer pour être délocalisée dans des pays avec une main-d'œuvre moins chère. Pour tenter de relancer la croissance, les dirigeants français vont ainsi mettre en place le fameux modèle stato-consumériste. Si la production ne peut plus soutenir la croissance, alors ce sera la consommation. Et ce sera par la dépense publique que l'État français va chercher à soutenir la hausse de la consommation. L'État-providence n'est ainsi plus la conséquence de la prospérité, mais son moteur supposé. La France enterre définitivement son industrie pour une politique de demande, qui sera suivie autant par la gauche que par la droite. Malgré tout ce que l'on peut entendre, les gouvernements de droite ne vont pas suivre une politique libérale classique, qui aurait imposé à l'État de limiter son domaine d'intervention. Au contraire, ils vont poursuivre la hausse continue de la dépense publique pour acheter la paix sociale. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce choix est un choix délibéré de la part de nos élites gouvernantes. Nos voisins allemands ou italiens vont conserver leur industrie alors qu'ils subissaient les mêmes contraintes de délocalisation et de coûts d'énergie que nous. Pour comprendre comment le modèle stato-consumériste fonctionne concrètement, je vous propose de regarder le fonctionnement économique d'une ville moyenne en France. Dans sa note, Fourquet nous explique que pour ces villes, les principaux flux monétaires entrants sont liés à des dépenses publiques. Cela se fait sous la forme des salaires de fonctionnaires. Dans ces villes, l'hôpital ou la commune sont souvent les premiers employeurs, mais aussi sous la forme des retraites ou des allocations sociales. Une fois la demande dopée, les Français peuvent ensuite consommer des biens et des services.
L'État compte ainsi récupérer les moyens de financer cette politique de la demande sous la forme des nombreuses taxes sur la consommation, TVA, TICPE, etc., etc. L'État et ses transferts deviennent le moteur principal de la consommation. En 2024, 79,2% du PIB provient ainsi de la consommation des ménages et des administrations publiques. Le modèle stato-consumériste ne s'arrête pas là, car pour soutenir la consommation, il s'appuie sur la grande distribution. Fourquet nous indique que 68% des Français déclarent y effectuer prioritairement leurs achats, selon une enquête de l'IFOP. Ces structures ont une place centrale dans le modèle. En parallèle de l'État, les grandes surfaces sont généralement le plus grand employeur privé des territoires. Pour que vous vous fassiez une petite idée de la situation, Intermarché emploie 150 000 salariés, soit autant que le nombre de policiers dans le pays. Leclerc emploie 133 000 salariés, soit largement plus que les 49 000 employés d'Airbus ou les 30 000 de Total, principales entreprises industrielles. En plus d'être le principal bénéficiaire de la consommation des ménages, la grande distribution fournit aussi une bonne partie des emplois, qui permettent en retour de stimuler la demande par les salaires distribués. En organisant le territoire, notamment en constituant de vastes zones commerciales en périphérie des agglomérations, elle favorise la consommation de masse, qui permet de stimuler la croissance et d'augmenter le montant de la TVA. En plus de ce mécanisme, le modèle stato-consumériste dispose d'autres moyens pour se financer. On peut citer l'assurance vie, qui a connu un succès immense auprès des Français ces dernières années. Pour faire simple, ces fonds euros qui sont garantis par l'État sont en grande partie des obligations de l'État. Les autorités peuvent ainsi attirer l'épargne des Français avec un taux garanti et des risques faibles, ce qui lui permet de financer notre dette et donc les dépenses publiques pour soutenir la consommation. On peut aussi mentionner l'euro, qui permet à la France d'être en déficit sans que la monnaie soit dévaluée. L'euro est une monnaie forte adossée à l'industrie allemande, ce qui permet de diminuer le coût d'importation en France, permettant d'accroître la consommation en stimulant le pouvoir d'achat. Ce modèle a l'air bien rodé en apparence, mais en réalité, il comporte de graves faiblesses qui nous conduisent à la ruine. C'est ce qui explique la crise actuelle que nous connaissons. La première, et la plus évidente des limites, c'est que malgré tous les stratagèmes que nous avons évoqués, le modèle stato-financier est déficitaire, lourdement déficitaire même. Car les recettes en taxes sur la consommation ou les emplois créés ne couvrent pas le montant total de la dépense publique engagée. Cela s'explique facilement. Comme nous sommes dans un système économique ouvert, une bonne partie de la consommation des Français se dirige vers des produits étrangers. Ce qui fait qu'une partie de la dépense part hors de nos frontières, et cela limite le cercle vertueux. Il faut ajouter que comme nous avons abandonné notre industrie, cette dernière ne peut capter des dépenses à l'étranger pour compenser. Le résultat est le suivant. Nous vivons dans une économie de croissance faible. Or, seule une croissance supérieure au déficit public pourrait la rendre supportable. Nous arrivons donc à la deuxième limite du modèle. Pour maintenir le navire à flot, l'État doit s'endetter massivement. En 1978, la dette représentait l'équivalent de 74,5 milliards d'euros. Aujourd'hui, elle s'élève à 3101 milliards d'euros, ce qui représente 113% du PIB. Nous n'avons pas présenté un budget à l'équilibre depuis 1974, l'année suivante du premier choc pétrolier. Cette dette colossale est en train d'empêcher progressivement l'État de soutenir la consommation par la dépense publique, puisque la charge de la dette est de 55,5 milliards d'euros, soit quasiment autant que le premier budget de l'État, l'éducation. La politique dite du chèque, qui est à l'origine prévue pour soutenir des causes nobles, prix de l'électricité, consommation de biens culturels, transition écologique, ne fait qu'accroître ce déficit, tout en créant une croissance bureaucratique incontrôlable. À chaque subvention, une nouvelle démarche administrative. Il faut des centaines de milliers de fonctionnaires pour coordonner ces dépenses publiques. Conséquence de cette bureaucratisation et de ces taxes de plus en plus importantes pour financer la dépense publique, nous sommes en train d'étouffer ce qui reste d'industrie. Ces dernières ne pouvant pas être compétitives face au reste du monde qui n'a pas à composer avec le modèle stato-consumériste. Voilà pourquoi nous sommes incapables de produire des masques. Et cela contribue aussi à réduire le pouvoir d'achat des ménages. Car un emploi sans qualification dans les services ne sera jamais aussi rémunéré qu'un emploi qualifié dans l'industrie. Sans capacité de production, nous voyons ainsi la dernière limite de ce modèle. Notre déficit commercial se creuse d'année en année, car nous sommes obligés d'importer en masse depuis l'étranger les biens et les services que notre modèle encourage à consommer. Mais nous sommes incapables de couvrir ces importations par des exportations de même niveau, car nous n'arrivons plus à produire en France. Ainsi, le déficit commercial est constant depuis 2002, avec un record à 102 milliards d'euros en 2022. Cela conduit à la perte de notre souveraineté économique, car pour couvrir ces déficits, la France vend son patrimoine. Finalement, seuls certains secteurs clés arrivent à échapper à ce désastre. On peut citer le luxe, l'armement ou l'aéronautique. Ils ont en commun d'être des secteurs avec des marges structurelles conséquentes, ce qui leur permet d'absorber le coût des taxes tout en restant compétitifs et rentables. Le constat que dresse Jérôme Fourquet est sans appel. Les choix poétiques de ces dernières décennies nous ont conduits dans l'impasse.
Le modèle stato-consumériste a une énorme force d'inertie une fois mis en place. La dépense publique massive ne sert plus tant à améliorer les services publics qu'à maintenir le système à flot. Si la dépense publique baisse, la consommation va s'effondrer, ce qui va stopper la croissance artificielle et aggraver le déficit public. On comprend par ailleurs beaucoup mieux les refus répétés des autorités publiques de réguler l'immigration, alors même que c'est la volonté d'une grande majorité des Français. L'immigration de masse est l'une des options disponibles visant à maintenir artificiellement la hausse de la consommation, seule option pour éviter la faillite. Chaque immigré n'est pas tant un producteur de richesse pour financer vos services publics qu'un consommateur permettant de soutenir la hausse de la consommation. En réalité, cette impuissance politique des citoyens français n'est pas un accident, c'est la conséquence logique du modèle stato-consumériste. Et c'est peut-être là le plus grave des problèmes. L'anthropologue Emmanuel Todd, encore lui, fait une remarque à ce sujet qui vient parfaitement éclairer notre cas. Pour lui, les citoyens français sont en train de se transformer en plèbes, à l'image de ce qui est arrivé aux citoyens romains. Pour rappel, la plèbe désignait historiquement l'ensemble des citoyens romains qui n'appartenaient pas aux familles patriciennes, c'est-à-dire l'aristocratie. Ce petit peuple romain a été le fer de lance de l'expansion romaine, avec un modèle de paysans soldats sous la République. Ils étaient à la fois producteurs agricoles, en temps de paix, et s'engageaient dans la Légion en temps de guerre. Après l'avènement de l'Empire, la plèbe va changer pour devenir le petit peuple urbain de Rome, largement appauvri, occupant des emplois d'artisans, de dockers ou devenant même mendiants. Obligés pour survivre de compter sur les distributions gratuites de blé prélevées dans tout l'Empire. Pour maintenir la paix sociale, l'Empire offrait aussi des spectacles pour divertir la plèbe, comme les fameux combats de gladiateurs. Cette mise sous tutelle de la plèbe est résumée dans la célèbre formule du pain et des jeux. Si la plèbe gardait nominalement un rôle dans les institutions de l'Empire, le pouvoir politique était en fait entre les mains de l'empereur et de l'armée. Effectivement, il est difficile de ne pas faire comme Emmanuel Todd le rapprochement avec notre modèle stato-financier. Nous sommes passés d'une démocratie, lors des Trente Glorieuses, qui était basée sur des citoyens producteurs, organisés en partis de masse et en syndicats, pour peser dans la décision politique, à un système où les citoyens ne sont plus que des consommateurs dépendants du bon vouloir de la redistribution de l'État. L'extension de la consommation, et de sa forme spectaculaire qu'est le divertissement, vise à acheter la paix sociale en créant une sorte de prison dorée, comme les empereurs romains le faisaient avec la plèbe. L'État nous garantit un cadre de vie correct, et en échange nous acceptons notre impuissance politique. Vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, nous ne parlons plus que de pouvoir d'achat, et jamais de production de richesse. Tout ce qui compte, c'est de pouvoir consommer. Pour financer notre train de vie, nous dépendons de plus en plus des importations de biens produits par des pays avec une main-d'œuvre à bas coût, en profitant de termes de l'échange favorable avec la mondialisation. Comme la plèbe romaine qui dépendait du tribut prélevé sur les provinces de l'Empire pour survivre, nous sommes en train de perdre notre dignité en reposant sur le travail des autres pour maintenir notre confort de vie. Il ne faut jamais perdre de vue qu'avant de distribuer, il faut produire. Et le modèle stato-consumériste, dans lequel nous nous sommes enfermés, impose un environnement très défavorable à la production. Dans ces conditions, l'impuissance collective et l'affaiblissement de la démocratie prennent sens. Le bilan que dressent Jérôme Fourquet et Emmanuel Todd de la France et de son avenir n'est pas très positif. Je crois que nous l'avons bien compris à travers cette vidéo. Si le constat est dur, il a le mérite d'être honnête et de poser les bases pour agir. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons voulu réaliser cette vidéo. Le modèle stato-consumériste nous a semblé être la description la plus efficace des causes de la crise que nous traversons actuellement. Avec la crise de la dette, nous apercevons aussi les limites finales du modèle. Nos dirigeants actuels semblent pourtant bien conscients du problème. Le président Macron paraît au fait du problème lorsqu'en 2019, il lance le chantier de reconstruction de Notre-Dame. Pour éviter la bureaucratie induite par le modèle stato-consumériste, il dépose un projet de loi spécial permettant au gouvernement de prendre par ordonnance les mesures d'aménagement en dérogation des normes de marché public ou de protection du patrimoine. Et cela a marché, puisque nous avons pu reconstruire la cathédrale en un temps record, ce qui montre que nous n'avons pas perdu toute capacité d'action ou de production. Nous sommes donc à la croisée des chemins. Ces prochaines années, nous déciderons collectivement si nous souhaitons encore faire le choix d'un modèle démocratique de producteurs autonomes, capable d'améliorer nos services publics, ou si au contraire, nous décidons de rester enfermés dans cette prison dorée, au risque de finir comme la plèbe romaine.